Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une petite vidéo. De quoi on va parler? On va parler d'un sujet qui est le financement bancaire. Vous avez certainement tous remarqué qu'actuellement, le financement bancaire, comme on l'a connu il y a un an, c'est-à-dire open bar, 110%, 120% avec les travaux, où on finance les frais de garantie, les frais de notaire, etc., est en train de se resserrer sur du locatif. On arrive encore à avoir du 110% sur la résidence principale. On arrive encore à avoir 110% sur du locatif, mais avec des clients de longue date, avec des clients qui ont une relation gagnant-gagnant dans une banque. Et il y a encore certains de mes participants qui arrivent à avoir du 110% sur du locatif, mais ce serait te mentir de te dire que c'est open bar comme il y a un an. Il y a un an, tu arrivais, tu voulais du 110%, du 120% avec les travaux. Il suffisait que tu aies une bonne tenue de compte, un CDI, et tu l'avais. Aujourd'hui, ça s'est resserré. Dû aux recommandations, je te l'ai déjà dit, du HCSF, donc Haut Conseil à la stabilité financière, qui demande aux banques aujourd'hui de respecter le taux d'endettement pur et simple de 33%. Qu'est-ce que ça veut dire que ce taux d'endettement? Ça veut dire que si demain tu gagnes 3 000 euros, eh bien la banque va te pouvoir te prêter à hauteur de 1 000 euros. Mensualité maximale. Avant, avec le calcul et la méthode du différentiel, on arrivait finalement à faire des opérations rentables et en achetant, d'accord, on achetait du locatif et on respectait la règle qu'on appelle du différentiel. Quelle est cette règle? C'est la règle du 70-30. Ça dépend des banques. Il y a des banques qui pondèrent 30, il y a des banques qui pondèrent 25%. Il y a des banques, quand tu as une garantie de loyer impayé, qui pondèrent 0, d'autres qui pondèrent 10. Et en fait, toute la manœuvre était de quoi? Était de, pour un loyer encaissé par exemple de 500 euros, il fallait pondérer de 30%, donc on pondérait de 150 euros. La banque considérait que tu touchais 350 euros de loyer, puisqu'elle avait pondéré de 30%, c'était les charges pour elle qui comprenaient taxes foncières, charges de copropriété, impositions, etc. Et dès lors qu'elle te pondérait de 30% et que le loyer pondéré était supérieur ou égal à la mensualité, d'accord? Imagine ici que tu as une mensualité de 250 euros, et bien le delta, les 100 euros supplémentaires, elle venait les ajouter à tes revenus. Donc t'achetais et tu t'enrichissais. Effet levier de malade. Aujourd'hui, c'est en train de se resserrer ça et cette méthode du calcul différentiel est en train de disparaître. Effet inverse, lorsque le loyer pondéré 350 était inférieur à la mensualité, imaginons que la mensualité soit de 450, et bien les 100 euros de delta, elle venait les pondérer en négatif. Et tu gagnais plus 3000 pour elle, mais tu gagnais 2900. Donc aujourd'hui, c'est en train de, cette méthode, d'être mis en pause. Alors, comment on fait nous? Eh bien, c'est pas grave. C'est comme, il faut s'adapter. Il faut jouer avec les règles du jeu. Aujourd'hui, on jouait tous en 4-4-2. C'était open bar. Et bien aujourd'hui, on va revoir notre stratégie et on va jouer en 5-4-1. Là, je plaisante pour les amateurs de foot. Mais ce que je veux dire par là, c'est que du coup, il va falloir qu'on réadapte la stratégie. Et quel est l'un des moyens de la réadapter? C'est ce qu'on appelle l'achat acte en main. Tu m'excuses, acte en main. Qu'est-ce que ça veut dire l'achat acte en main? Ça veut dire que les frais de notaire ici lorsque tu achètes vont être charge vendeur. D'accord? Et là, ça change tout. Ça change tout qu'il soit charge vendeur, qu'il soit pas charge acquéreur. Ça change tout pour toi, mais ça ne change rien pour le vendeur. Ça veut dire que par exemple, si tu achètes d'une bêtise un immeuble de rapport de 200 000 euros, d'accord? Aujourd'hui, lorsque tu vas aller le financer à la banque, ça va être très compliqué de financer à 110%. Donc la banque va peut-être te financer les 200 000 euros, mais environ 18 000 euros de frais de notaire et frais de garantie, hein, avec l'hypothèque ou la caution, ça ne va pas être financé ça. Aujourd'hui, la banque va te demander de le mettre en apport, dû aux recommandations que je t'ai expliquées, etc. Donc l'idée, c'est de faire un acte en main. Et qu'est-ce que c'est l'acte en main? C'est de mettre ces frais de notaire à la charge du vendeur. Mais ça ne veut pas dire que c'est le vendeur qui va les payer. C'est toi qui vas les payer. Mais seulement au lieu de passer par un schéma classique, le schéma classique qui est de je fais le prêt à la banque, ici il y a le notaire, ok? Je fais le prêt à la banque, soit à 110%, soit j'apporte les frais de notaire, et bien là, tu vas faire le prêt à la banque, et le notaire, ici,
va rendre l'argent au vendeur, moins les frais de notaire, qui va ôter au vendeur. Et du coup, c'est le vendeur qui les a payés officieusement, mais officiellement, c'est toi qui les as payés. Et la manœuvre, elle est de dire quoi? Elle est de dire qu'en fait, lorsque tu vas acheter un immeuble à 200 000, tu vas dire au notaire que tu fais un acte en main. Quel est le but de la manœuvre? Je vais effacer un petit peu si tu me le permets. C'est que quand tu vas acheter 200 000 euros, au lieu d'aller à la banque et de dire j'achète un bien à 200 000 euros, tu vas dire à la banque j'achète un bien à 218 000 euros. Et le notaire va te rédiger une promesse de vente ou un compromis en acte en main. C'est-à-dire que lorsqu'il va rédiger prix de vente de l'appartement ou de l'immeuble, il va marquer 218 000 euros. Et à la fin, donc c'est pour ça qu'il faut prendre un notaire qui connaît, tous les notaires ne connaissent pas, et en fait, il ne faut absolument pas que ce soit détaillé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit marqué prix de vente 200 000 euros, frais de notaire et d'acquisition 18 000 euros à la charge du vendeur. Non, il faut que ce soit marqué prix d'achat de l'appartement 218 000 euros. Et sur le projet d'acte et la promesse de vente, à la fin, souvent à la dernière page, modalité concernant le paiement des droits de mutation des frais de notaire, droit de mutation frais de notaire à la charge du vendeur. Droit de mutation, charge vendeur. Et du coup, toi, quand tu vas aller à la banque, ton conseiller, généralement, il regarde que la première page, voire la deuxième. Et du coup, pour lui, en faisant ce montage, il te finance le prix de l'immobilier et non pas les droits de mutation. C'est une petite manière légale de contourner au fait de devoir mettre les frais de notaire d'apport. Aujourd'hui, pourquoi les banques, elles rechignent, elles finançaient les frais de notaire? Je te l'ai dit, il y a un an, c'était open space. Aujourd'hui, les banques rechignent. Pourquoi? Dans une opération comme ça, à 200 000 plus 18 000 euros de frais d'acquisition, eh bien la banque, avant que tu commences à rembourser ton bien, le temps que tu rembourses les 18 000 euros, il va peut-être se passer 3 ans. Et donc, c'est un risque pour la banque. Imagine que tu as un pépin dans les 2 ans. La banque, elle va te saisir. Et elle va te saisir, elle n'aura même pas commencé à rembourser. Tu n'auras même pas commencé à rembourser, rentrer en amortissement sur le prix du bien. Il y aura encore des droits de mutation qui courent. Donc, elle t'aura prêté encore sur des frais de notaire que tu n'as même pas remboursé en totalité. Et donc, elle va te saisir. Ça va lui coûter de l'argent. Elle va vendre le bien aux enchères, certainement moins cher que le prix qu'elle t'a financé. Peut-être qu'il partira à 170 000. Et donc, quand il va être adjugé à 170 000, la banque, elle aura une perte de la différence entre l'adjudication et le prix de vente, plus le delta des frais de notaire que tu n'as pas encore remboursé. Imaginons qu'au bout de 2 ans, ça commence à battre de l'aile et qu'elle te saisit. Il restera 1 an ici, environ peut-être 6 000 euros. Donc au final, la banque, elle aura une perte de 36 000 euros. Sans compter les frais, etc., les démarches, etc. Mais voilà aujourd'hui pourquoi une banque, elle n'est pas chaude pour financer les droits d'acquisition, les droits de mutation, les frais de notaire. Je te l'ai dit, il y a un an, c'était open space. Mais aujourd'hui, une banque n'est pas chaude. Donc, par ce petit moyen de l'acte en main, en rédigeant le compromis de vente, frais de notaire à la charge du vendeur dans la dernière page, la banque, voilà, soit elle ne le voit pas, soit même si elle le voit, elle dit, bah non, nous, notre appartement que vous nous ramenez, c'est ce prix-là. C'est pas borderline, ça se fait. Voilà, à toi de voir avec un notaire qui maîtrise ce système d'achat qui est dit de l'acte en main. Les avantages de l'acte en main, je te l'ai dit, c'est le fait de pouvoir faire financer indirectement les frais de notaire par ta banque et de ne pas les mettre en apport. Il faut que tu saches une chose, aucune incidence pour le vendeur. Lui, il n'a aucune incidence puisque les droits de mutation que le notaire va lui facturer, ils vont être déduits de sa plus-value. Donc ça n'a aucune incidence pour lui, donc tu peux le rassurer et juste lui expliquer calmement le but de la manœuvre en disant que toi, voilà, tu es investisseur, avec des taux aussi bas, tu préfères garder ta trésorerie et donc tu veux faire financer l'intégralité. Aujourd'hui, nous sommes dans une période de restriction et les banques ont du mal à financer les frais de notaire. En lui expliquant ce montage et en lui disant que ça n'a aucune incidence, techniquement, il n'y aura pas de problème. Les inconvénients que j'y vois, c'est que du coup, tu sais, quand je t'ai expliqué tout à l'heure dans le calcul du 70-30, aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de banques qui le pratiquent. Il y a encore certaines banques régionales qui le font.
Mais voilà, tu sais, quand tu appliques ce système du loyer pondéré 70-30, eh ben, le fait que tu as emprunté 18 000 euros en plus, eh ben, ta mensualité, elle sera plus grande. Et qui dit une mensualité plus grande, eh ben, lorsqu'on va pondérer le loyer de 30%, c'est que du coup, mensualité plus élevée, puisqu'on emprunte plus, et du coup, dans la règle du 70-30, ça passe souvent moins. L'autre inconvénient que moi j'ai vu, c'est que quand j'ai fait un acte en main, tu sais qu'au bout de 6-8 mois, le notaire, il te renvoie un chèque. Un chèque, souvent, ça dépend, entre 500 et 1000 euros, parce qu'au début, il provisionne plus, il t'appelle plus de frais de notaire, et une fois qu'il a fait tous les comptes, parce qu'il n'arrive pas à calculer à l'euro près, il te renvoie avec ton titre de propriété ce que tu as dépassé, les frais que tu as payés en sus, qui n'étaient pas nécessaires. Donc en fait, il t'envoie la facture finale, et souvent, elle est accompagnée d'un chèque. Donc ça fait plaisir, 8 mois après, tu reçois ton titre de propriété, plus un petit chèque de 500, entre 500 et 1000. Sauf que là, vu que c'est le vendeur qui a officieusement payé les frais de notaire, eh ben, il renvoie ce chèque au vendeur. Et là, quand le vendeur il reçoit 1000 euros, c'est très très compliqué 8 mois après de lui dire tu me les renvoies. Donc quand tu fais ça, soit tu arrives à glisser dans le projet d'acte et le compromis que le remboursement, je vais le mettre là, que le remboursement de la taxe foncière au prorata ne s'effectuera que lorsque lui t'aura remboursé les frais de notaire en trop, à la facture finale. Donc ça, tu peux le noter. Je vous rembourse le prorata de la taxe foncière, aucun problème, quitte à laisser une somme sous séquestre chez le notaire. Lorsque vous m'aurez remboursé dans 8 mois, le trop perçu par le notaire. Je te conseille de mettre ça. Donc voilà, un investisseur, il s'adapte avec les règles du jeu en cours de l'année N. Aujourd'hui, on est en 2020, les règles changent. Je ne sais pas quand est-ce que ça va se relâcher, mais crois-moi, ça se relâchera. Comme je te l'ai déjà expliqué, si hybride, l'immobilier est un marché qui entraîne des milliers de personnes. Les agents immobiliers, les diagnostiqueurs, les promoteurs, l'État lui-même qui perçoit énormément de droits de mutation. Si demain l'État il perçoit 20 milliards, je dis une bêtise, 20 milliards par an de droits de mutation, et à cause de tous ces bridages, il en perçoit plus que 10, crois-moi qu'au bout d'un moment, il va tirer la sonnette d'alarme. Hop, 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 ouvrez les vannes, faut recommencer là. Vous m'avez bridé des milliers de gens qui ne peuvent plus acheter, leur RP. Voilà, c'est juste que là, toutes les banques, tout le monde est en train de prendre la température, est en position de retranchement et attend de voir ce qui va se passer. Aujourd'hui, personne ne pourra prédire ce qui va se passer. Donc tout le monde est en position un peu de défense, en position de repli sur soi-même. Au bout d'un moment, ça se rebridera et on reviendra à des conditions comme on a connu il y a 1 an. Là, il va falloir jouer en 4-5-1, on va arrêter de jouer en 4-4-2 et on va jouer en 4-5-1 peut-être pendant 1 an ou 2. Mais c'est pas grave, on va s'adapter. Un investisseur, c'est un chat que tu jettes, il retombe sur ses pattes. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si tu es en vacances, je te souhaite de bonnes vacances. Si tu es intéressé par l'immobilier, j'ai créé une formation gratuite. Les liens sont en description. Si tu veux nous rejoindre dans nos programmes de formation, avec moi, Manu, toute la team NPR. Aujourd'hui, on est aux 4 coins de la France. Ça signe à toute patate. On t'accueillera avec plaisir. Sur ce, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!